Bon, alors on va commencer le panel. Alors j'espère que les gens qui étaient dans la salle Power Corporation ont eu des bonnes présentations en technologie puis pour l'économie collaborative. Alors pour le panel, on voulait faire un panel où toucher différents sujets. Alors le panel, donc je vais d'abord présenter rapidement ou rappeler rapidement les noms des panélistes. Alors on a Vincent Bergeron qui est associé pour le cabinet Robic, spécialiste en propriété intellectuelle. On a François Sévigny qui est développeur pour Amalgam, alors qui est la compagnie qui fait l'Internet des objets et qui utilise l'Internet des objets avec la technologie blockchain. Alors, nous avons aussi deux membres du Blockchain Hub Québec. On a Mathieu Buissière et Julien Bonny, qui sont membres fondateurs du Blockchain Hub Québec. On a donc Charlène Bouchard, qui est professeure de droit ici à l'Université Laval. On a, après ça, je m'excuse, Patrick Collet. C'est ça. Patrick Collet, qui est donc Amalgam également. Et puis, on a notre jeune étudiant qui va représenter les étudiants, donc Raphaël Gaudreau, qui est donc CTO pour EvaCoop. Alors, je pose les questions. Je vais poser plusieurs questions pour générer conversation. Et il va y avoir également donc la séance de questions à la toute fin. Donc, on va démarrer directement par un topic plus au niveau de la législation. Alors, je poserai la question à Vincent Bergeron, qui répondra en premier. Et par la suite, les autres panélistes vont pouvoir contribuer donc à la conversation. Alors, je me demande si le Canada, il en a parlé un petit peu dans sa présentation, mais est-ce que le Canada est un pays pro-blockchain? Donc, par rapport à la formation des entreprises, par rapport à entourer le côté législatif. Et pour ajouter un petit peu à la question, je poserais si le Canada, comment il se positionne par rapport à cette technologie de façon légale, comparativement à des pays comme les États-Unis, la France ou Malte. Bon, de manière générale, je vous dirais, le Canada est un bien grand pays. Donc, au Canada, on a nos autorités réglementaires pour les marchés financiers sont par province. Donc, évidemment, elles se parlent entre elles et essaient d'établir des règles communes. On l'a vu avec le crowdfunding, le financement participatif, il y a quelques années, les règles de financement capital qui ont été établies suite à des diverses rencontres. Maintenant, lorsqu'on parle de blockchain, il y a différentes choses. Il y a les crypto-monnaies et il y a les blockchains. Sur les crypto-monnaies en tant que telles, évidemment, les organismes réglementaires en ce moment regardent ça avec beaucoup d'intérêt justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale, pour protéger le public lorsqu'on parle d'émissions de tokens, les ICO. Mais maintenant, si on prend du côté blockchain pure et simplement, la technologie qui peut être utilisée à plein de choses, comme pour les registres fonciers ou l'authentification, comme on l'a vu tout à l'heure, bien, dans des cas comme ça, il y a bien peu de changements législatifs qui doivent être appliqués pour qu'on puisse en tirer profit. Donc, la question, elle est assez large et ça dépend sous quel angle on veut le prendre. Moi, l'angle avec lequel je travaille majoritairement est très peu celui des crypto-monnaies, pour lequel c'est surtout le secteur financier qui s'occupe de ces questions-là en ce moment. Nous, on travaille énormément avec les gens qui veulent utiliser des technologies de blockchain pour décentraliser des registres et s'assurer, par exemple, d'avoir des données qui sont immuables et qui permettent des fois de remplacer des intermédiaires. Donc, de ce côté-là, le Canada, en ce moment, a beaucoup de place à l'innovation. On voit beaucoup de projets de recherche qui impliquent notamment le gouvernement qui veulent voir de quelle façon ça peut les aider. Et sous l'angle des crypto-monnaies, maintenant, je ne suis peut-être pas l'expert pour venir parler de la réglementation en ce moment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, on voit le même genre de questionnement en France. On a une grande ouverture à le faire. Maintenant, au Québec, on a la question de l'hydroélectricité qui nous aide ici beaucoup sur l'aspect du minage. Donc, évidemment, on a vu une recrudescence des gens qui voulaient faire du minage ici. Et sans que ce soit sur l'aspect législatif ou légal, on a vu des positions plus
politique, par exemple, d'Hydro-Québec, à un moment donné, qui est venu dire, ben on va peut-être mettre un frein à tout ça, parce que là, l'électricité, c'est une de nos ressources ici, donc est-ce qu'on l'utilise à la bonne chose? Il y a eu des questions à se demander, est-ce que d'avoir des fermes de mining, est-ce que c'est la bonne chose qu'on doit avoir sur le territoire? Donc, il y a des questions politiques, réglementaires, mais il y a beaucoup d'espaces ouverts en ce moment où les changements législatifs n'ont très peu d'impact sur le développement technologique. Du moins pour ce que j'en constate. Donc, il y a des avenues où il y a une évolution qui peut se faire selon différents secteurs d'activité au niveau de cette crypto-monnaie, pas de la crypto-monnaie, qui est un secteur d'activité de la blockchain, mais différents secteurs d'activité. Bien, ce qu'on doit réaliser, c'est que la blockchain, de manière générale, pris au sens large, n'a pas qu'une seule utilité au point de vue horizontal. Ça peut s'appliquer à une tonne de domaines. Et pour une très grande majorité de ces domaines-là, il n'y a pas de changement législatif qui est nécessaire. C'est lorsqu'on tombe dans l'aspect des transactions financières, de l'émission de parts sociales de société, que là, vraiment, on peut avoir un peu plus de questions à se poser. Alors, à ce moment-là, si je tourne la question au niveau des startups, est-ce que Patrick et Raphaël et François, est-ce que le Canada ou Québec, à ce moment-là, étant donné qu'on se dit que le Canada est grand, est-ce que Québec est un bon endroit pour partir une start-up blockchain légalement? Est-ce qu'il y a des facilités ou est-ce qu'il y a des contraintes à partir une start-up au niveau légal? Allô? Rapidement, la question serait non. En fait, je crois en ce moment, on a passé une étape où pendant un bon bout, on avait le déni. En fait, c'est les étapes que tu as mentionnées ultérieurement ce matin. Les étapes sont pas mal là. On a passé le déni. Et je pense que nous, dans nos démarches avec l'AMF, on a passé l'étape où on ne nous prenait pas vraiment au sérieux jusqu'à ce que les documents rentrent. Ah, ben là, OK, là, on joue un peu un jeu de chat à la souris. Mais tranquillement, on voit par contre que les infrastructures sont en train de se bâtir. Maintenant, les questions se sont posées. On a plus ou moins de réponses, mais au moins, les infrastructures sont en train de se mettre en place pour répondre à la demande parce qu'on sent qu'évidemment, ce n'est que le début de toute cette vague de choses-là comme telle. Mais initialement, là, 6 mois, je vous dirais non. Mais là, le tir se corrige tranquillement. Mais je pense que c'est un mal nécessaire dans n'importe quelle industrie, ce qu'on voit, qui est très, comme tu disais, disruptive, là. Souvent, ça donne un coup de l'autre sens. Puis pendant un certain temps, il y a un petit peu d'aller-retour, puis éventuellement, les choses se calment, puis on répond aux questions, puis on arrive avec des infrastructures qui sont plus accueillantes et un petit peu plus détaillées. Souvent, on nous demandait des choses qui n'avaient pas un genre de non-sens ou en fait qui s'appliquaient plus ou moins à nous, mais en même temps, il fallait leur répondre. On n'est pas une entreprise classique. Alors, on se faisait demander des questions classiques auxquelles on ne pouvait pas nécessairement répondre. Alors là, les questions, au moins, qui nous arrivent, sont des questions qui ont un sens, qui s'appliquent à nous, ou qu'on peut répondre également, fournir de la documentation ou des choses dans ce sens-là également. Mais ça se trame tranquillement pas vite. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est par rapport plus un peu à ce que Vincent avait ouvert comme parenthèse par rapport au blockchain. Ce qu'on a pu observer, c'est que le blockchain, en tant que tel, c'est une technologie qui existait déjà, sauf que l'apparition, justement, du BTC, du Bitcoin, a créé un incitatif financier significatif, ce qui a créé un très grand engouement comparable à une ruée vers l'or, qui a fait connaître tous ces types de modèles d'affaires nouveaux que plein de startups peuvent employer, et un étant justement un crowdfunding décentralisé, parce en tant que tel, c'est ça, que plein de gens partout sur la planète puissent utiliser une plateforme pour participer à un investissement d'une idée ou d'une compagnie qui a réellement un produit est quand même fantastique. Sauf que ça a été entaché un peu, à vrai dire, beaucoup par justement plein de schémas discutables qui ont opéré sur ça. Sauf que je crois que c'est un mal nécessaire, comme dans chaque nouvelle technologie. C'est des choses qu'on
qu'on va observer, puis le marché en tant que tel va décider de qu'est-ce qui doit vivre ou non. Et les profils législatifs sont en train de se définir. Je crois que les autorités, justement, ils sont à la période d'acceptation. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose pour répondre à la question, la réponse est claire, nette et précise, c'est non. En fait, tout ce qui a été mentionné de mon expérience personnelle, c'est au niveau des sécurités. Donc, par exemple, tout ce qui agit en tant que jeton de sécurité d'investissement. Donc, on parle, ce qui a été clarifié en ce moment juridiquement, par exemple par l'AMF, de notre côté, c'est que si vous faites une sécurité et puis que les gens investissent pour qu'il y ait une dispense et que ce n'est pas nécessairement des investisseurs accrédités, vous avez un bac à sable, vous devez respecter tac, 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 et ensuite, c'est ça qu'on nous a donné. Mais en termes d'utilisation, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que le blockchain permet là, tout un amalgame d'idées corporatives. On est vraiment laissé à la créativité, l'invention qu'on peut faire à partir du code pour pouvoir créer un système économique d'entreprise. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est très difficile à codifier en termes de loi. Et puis, on a hâte de voir c'est quoi les prochains développements qui vont se faire à ce niveau-là. C'est sûr qu'il faut laisser le temps, mais en tant que tel, je crois que nos gouvernements sont quand même ouverts à l'innovation. Et puis, c'est intéressant de voir là, qu'ils s'intéressent à la blockchain et puis ils savent là, que c'est probablement même un futur tissu au niveau gouvernemental là, pour pouvoir interagir avec les citoyens. Ouais, les différentes instances qui régulent les marchés commencent à comprendre qu'il y a deux axes à la chose. Là. Comme tu le nommais précédemment, avec la ruée vers l'or du Bitcoin, il y a eu nombre de sociofinancements via ICO qui se sont transformés, excusez le terme, en wash trading. Les gens ont juste utilisé le token pour s'approprier des bitcoins puis se sauver avec l'argent. Donc, on comprend l'AMF, les autres instances, de vouloir protéger les petits investisseurs et c'est exactement pour ça qu'on a ces institutions-là en place. Maintenant, ils comprennent qu'il y a aussi une nouvelle façon très innovante et créative de financer des idées et de passer rapidement en vitesse supérieure. Donc, on en a des exemples ici sur le panel, puis on voit qu'il y a un engouement, un intérêt et que le cadre va venir s'ajuster selon les besoins des entrepreneurs. Moi, il y a un élément que je voudrais ajouter, c'est que quand on parle de chaîne de blocs, on parle des intermédiations, donc de perte de contrôle de l'État. Pas que vous l'oubliez, là. Ça, c'est un élément qui est important. Donc, déjà, en partant, l'État, dans un système notre approche nord-américaine, c'est plus une approche de common lawyer. Si on se compare avec la France, où, par exemple, on a déjà légiféré, puis on légifère beaucoup plus rapidement. C'est un système de droit civil pur. Donc, nous, on a tendance à regarder ce qui se fait et à agir en réaction. Mais là, il y a un autre élément, c'est que c'est vraiment disparition des intermédiaires. Bien, ça signifie que l'État doit donner du contrôle, redonner du contrôle aux citoyens. Et pour l'État, c'est À ce voilà. moment-là, C'est important. Et oui, ça, c'est c'est un ça. élément important. comprends. Donc, c'est un enjeu qui m'apparaît différent de tout le reste. Si je peux faire à ce moment-là évoluer la question d'une question légale vers vers une discussion plus au terme éducation. Et la question va s'adresser justement à Madame Bouchard. À ce moment-là, pourquoi pensez-vous que, d'une certaine manière, nous avons un certain retard au Québec, mettons, au Canada, au Québec, et est-ce que le gouvernement a une implication là-dedans, dans le retard en termes d'éducation? C'est clair. Moi, je me la pose, cette question-là. Je me demande pourquoi on a un retard. Ce matin, j'ai vu que Vincent était très diplomate. Il n'a pas osé dire qu'on avait un retard, ou il l'a dit à mots couverts. Moi, je le dis clairement qu'on a un retard. Je me pose cette question-là depuis très longtemps, lorsque je regarde ce qui se fait ailleurs sur la planète. Mais pour répondre précisément à votre question, je pense que l'État n'a pas intérêt
encourager À ce moment-là, ces initiatives. c'est pour pas pour la juste- raison qu'on... Quand on parle d'État, on ne parle pas juste du Canada ou du Québec, mais on parle De façon, bon, évidemment, là, je réponds évidemment pour le Québec. Ah, OK. Les États, de façon générale, on pourrait... mais évidemment, les États n'ont pas tous la même approche. Et je ne l'ai pas, cette réponse, mais je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. J'ajouterais peut-être là-dessus que, honnêtement, au Québec, c'est pas juste la faute de l'État. Même nos grandes institutions, puis le Canada aussi en général. Écoutez, je nommerai personne, mais il y a à peine un an et demi, il y a certaines institutions financières majeures au Canada qui, s'ils savaient que vous aviez des bitcoins, ils vous demandaient de quitter l'institution et fermaient vos comptes. Parce qu'il y avait un bitcoin, et là, un bitcoin, c'était quoi? C'était probablement pour acheter de la drogue, faire des meurtres ou peu importe. Je veux dire, ça, c'est il y a un an et demi. Alors que d'autres grandes institutions américaines, notamment Bank of America et autres, étaient dans le développement technologique sur la blockchain depuis 5-6 ans. Fait qu'il n'y a pas juste le gouvernement, il y a là beaucoup de joueurs. Et sur le côté formation, éducation, juste comprendre de quoi il s'agit, il y a encore des freins en date d'aujourd'hui. On arrive devant des gens qu'on s'imagine qu'on va rentrer dans le vif de la discussion. Et la première heure et demie, c'est pour expliquer ce qu'est la blockchain et à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Fait qu'il y a un retard à plusieurs niveaux en ce moment qui est un peu fascinant quand on regarde ce que d'autres pays ont fait, qui ont bougé beaucoup plus rapidement. Je pense que le retard aussi vient aussi peut-être un peu de notre modèle de société, notre modèle un peu de notre gouvernance, tout au complet, parce qu'on l'a vu à plein de niveaux, au niveau Airbnb, on le voit au niveau d'Uber, où ce que ces choses-là sont arrivées, puis il était annoncé depuis des années que ça arrivait, on l'a pris, on l'a mis sur une tablette, on va dealer avec, mais que ça arrive. Mais là, on vit dans une société où ce que les gouvernements avancent très lentement. Ça fonctionnait dans les années 60-70, où ce que les choses arrivaient lentement, les gouvernements fonctionnaient lentement, mais aujourd'hui, les innovations arrivent, déboulent littéralement, puis on n'a pas un gouvernement qui fonctionne à cette vitesse-là. Alors, les choses se tablettent. Et là, les problèmes s'accumulent et on légifère négativement tout le temps au lieu de promouvoir l'innovation. Alors, on se ramasse un peu dans un coin, coincé finalement avec des législations qui ne s'appliquent plus ou sont démodées. Et puis, ça ralentit l'innovation, tant au niveau du blockchain, mais au niveau de beaucoup d'autres choses également. Puis, c'est pas sans dire que le Québec, on est quand même un powerhouse au niveau de connaissances, de capacité d'avoir des intellects et des gens des universités qui sont très pointus. Mais en même temps, on n'a comme juste pas le gouvernement qui a emboîté le pas pour aller à la même vitesse que le reste, finalement, je crois. Oui, dernière intervention, Julien. Moi, je le vois d'une autre manière. Je suis moins pessimiste à ce niveau-là. Je vois qu'il y a quand même un mouvement de la communauté. Puis, ultimement, les gouvernements s'ajustent avec ça. Si on regarde juste au Canada, États-Unis, on est dans l'endroit que c'est pas Bitcoin-friendly, mais quand même, où il y a une grande communauté. Si on regarde au nombre de ATM, c'est là qu'il y en a le plus dans le monde, que ce soit au Canada puis aux États-Unis. On regarde aussi au niveau des développement, c'est ici qu'il y en a le plus. Donc, puis l'autre chose aussi, l'État, oui, ils vont essayer de légiférer, mais on parle aussi d'une technologie sur Internet. Donc, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de boundaries. Donc, moi, je le vois dans une autre approche. C'est vrai que dans le temps, que ce soit en 2013 ou ailleurs, tu parlais de Bitcoin, c'était tout le temps le monde criminel. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est vraiment... ils comprennent qu'est-ce qui s'en vient. Puis comme on voit dans la présentation là, de Vincent, au niveau des brevets et tout ça, c'est qu'il y a comme une partie de contrôle. Donc, il y a des gens qui veulent placer leur pion avant que ça devienne trop tard, que ce soit même... puis évidemment, les législations sont toujours en réaction. Mais quand on regarde par rapport à ailleurs dans le monde, le Canada, au niveau de la communauté et tout, c'est beaucoup plus ouvert que nécessairement ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Alors, question à Raphaël en termes éducation, et après ça, on switchera donc au niveau de la communauté. Alors, certaines grandes universités commencent à introduire justement des cours sur la technologie blockchain, etc. Actuellement, à l'Université Laval, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que dans ton cursus, parce que Raphaël est étudiant en
pas en informatique, génie logiciel, je m'excuse, donc à l'Université Laval. Mais qu'est-ce qui, dans ton cursus, t'a permis d'intégrer, de commencer à... qu'est-ce qui t'a aidé à commencer à partir ta start-up blockchain? En fait, le blockchain a plusieurs applications en ce moment. Je veux dire, il y a un point de vue social, il y a un point de vue technologique, il y a un point de vue politique, il y a un point de vue légal. En ce qui a trait la formation technique, ce que j'étudie malgré l'emploi du temps avec la start-up et dans ma formation, ce qui a été vraiment cool et avantageux pour pouvoir apprendre la technologie, bien, c'est tout d'abord, je veux dire, on ne recrée pas la base, on recrée pas, on repart pas de la base, je veux dire, il faut programmer. Et puis, il y a eu des formations en point de vue de programmation. Comme nous, le blockchain qu'on utilise à l'interne, c'est EOS. Et puis, je veux dire, il y a des cours en C++. Ça s'écrit en C++. Mais il n'y a pas encore de cours nécessairement sur le blockchain, la manière de développer ces applications. C'est tellement dynamique, c'est tellement rapide en évolution. Les choses changent année après année. Et puis, la moitié des choses ont changé. Donc, c'est dur pour une institution d'éducation de s'adapter au tout. Donc, l'apprentissage en termes de chaîne de blocs se fait surtout sur le web. Et souvent, c'est pas du contenu qui est en français. Donc, et oui, il y a la base, donc les principes d'ingénierie, les principes de développement. Et puis, c'est ça, la cryptographie aussi, parce que le blockchain est rendu possible par la cryptographie asymétrique. Et plein d'autres types de cryptographie aussi, dépendamment du modèle de blockchain. Et puis, les universités offrent des cours là, de cryptographie où on débâtit mathématiquement les principes qui permettent le blockchain. Et ça, c'est fascinant en soi. Excellent, oui, c'est ça. Donc, il y a le cours de cryptographie qui est donné justement à l'Université Laval avec M. Mejri, qui est un des piliers de ce programme-là. Oui, j'ai justement le cours en ce moment. Ah, excellent. Il serait temps. Ce qu'on voit, Oui, voit apparaître aussi au niveau éducation, c'est qu'on voit que l'entreprise privée est en train de combler ce gap-là. On voit des entreprises comme Consensus, puis IBM offrir des MOOC, des micro-programmes à travers des plateformes comme edX ou Coursera. Puis c'est quand même des programmes qui sont intéressants. Il y a Princeton University, par contre, de son côté, qui a un cours intéressant qui est offert en ligne. Donc, probablement que cet écart-là va se combler avec le temps. Les universités vont se positionner, mais en ce moment, on voit beaucoup d'entreprises privées tenter de combler ce besoin. Si je peux permets de me rajouter, il faut définitivement faire des cours sur le blockchain en ce moment au Québec. C'est quelque chose qui manque. Je veux dire, il y a le point de vue légal, puis au niveau technique aussi, là, je pense que c'est un besoin en ce moment dans l'industrie. J'ajouterais peut-être, pour avoir discuté de ça avec des gens justement sur des panels comme IBM, Microsoft et autres, puis d'autres gens qui font du développement, ils recherchent des gens formés. Ça existe presque pas, un peu comme en intelligence artificielle. Le bassin de gens qualifiés en ce moment est presque inexistant. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher directement les étudiants dans les programmes. Souvent, ils leur disent « Finis même pas ton programme, laisse faire. Ce qu'ils t'apprennent là, c'est ce qu'on faisait il y a 3 ans. Viens-t'en, nous, on va te montrer ce qu'on fait là. » Et finalement, ça crée un problème parce que finalement, il y a très peu de diplômés qui se rendent au programme. Les gens sortent avant le temps, ça vide les facultés. Là, même les professeurs, souvent, finissent par quitter les institutions parce qu'ils se font offrir des très, très gros salaires. Donc, il y a comme un problème ici où la formation est en problème parce qu'on prend les gens avant même qu'ils aient terminé. Également, je pense que... Je précisais juste, je m'excuse, dernière intervention. Après ça, on passe à l'autre sujet. Avoir parlé avec beaucoup de monde dans le domaine de la crypto puis du blockchain à travers les plateformes qu'on connaît, on se rend compte, nous, à l'interne, que les gens à qui on se réfère souvent, qui connaissent le mieux les plateformes, n'ont aucune formation formelle et apprennent sur le tas, sur Internet, dans les forums, dans les discussions. Est-ce qu'on verrait l'apparition de la décentralisation de l'enseignement? Oui. Oui. Jusqu'à un certain point, c'est un peu clair. ça, parce que si tu veux apprendre à coder demain matin, on a des plateformes de coding qui sont offertes gratuitement à grandeur de l'Internet en pratiquement toutes les langues. On a la même chose dans le blockchain. On a des cours qui sont totalement gratuits, offerts, qui sont assez pointus, merci même, sur
beaucoup de langages de programmation. On parle de Solidity. On trouve des références de Solidity un peu partout sur Internet et de façon totalement gratuite. Alors, on voit qu'on dirait qu'il y a un segment du domaine d'enseignement. Et je ne parle pas juste au Québec, je pense un peu international à ce niveau-là. Là. Oui. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup. Alors, l'heure avance et je pense que vous avez pas mal de questions. Alors, je vais combiner les deux derniers sujets et laisser chacun des panélistes répondre avec une phrase. Alors, les derniers sujets sont la communauté et le futur. Alors, comment est-ce que nous arrivons à avoir, je vais utiliser le terme en anglais, le mass adoption pour cette technologie-là? Et comment vous entrevoyez le futur? Alors, une phrase pour le mass adoption et une phrase pour le futur de la blockchain. Le seul mot que j'ai à dire pour le mass adoption, c'est que les utilisateurs ou les gens qui utilisent un produit fait sur le blockchain, honnêtement, ils se foutent, que ce soit sur le blockchain ou pas. Pour eux, il faut juste que ce soit simple, efficace et qu'ils voient les bénéfices d'utiliser le blockchain par l'utilisation elle-même de ce produit-là. Et le blockchain ne sera jamais un produit grand marché ou mass market si les gens, il faut les éduquer. Et on voit en ce moment qu'éduquer les gens à ce niveau-là, c'est quoi une private key, c'est le concept de wallet et tout. C'est quelque chose de complexe et c'est quelque chose qui est réussi à un certain niveau, mais qui ne pénètre pas le grand marché. Donc, je pense qu'au lieu de cesser d'éduquer, il faut que les innovateurs, les entrepreneurs fassent des produits simples que n'importe qui peut utiliser et qui fonctionnent avec le blockchain à l'intérieur de son protocole lui-même et non comme un choix de l'utilisateur qu'il faut manipuler. Merci. Alors, rapidement, je vais demander des phrases plus courtes. Idéalement, dans un monde parfait, je préférais que personne connaisse le blockchain. Honnêtement, personne n'a besoin de connaître ça. Il n'y a pas un utilisateur sur la planète qui a besoin de savoir que son compte est à travers le blockchain. Dans mon monde à moi, si quelqu'un utilise ma plateforme et ne sait pas que le blockchain est derrière, j'ai gagné. Si c'est facile d'utilisation, c'est gagné. Alors, la blockchain, c'est un protocole, c'est une architecture, c'est de la programmation. Je ne vois pas personne ici en ce moment en train de programmer. Alors, techniquement, si vous utilisez la blockchain, vous ne devriez pas être en train de programmer. C'est des architectures, c'est là-dessus qu'on bâtit le monde dans lequel on vit. Je pense qu'on va le voir arriver. On le verra peut-être pas arriver, mais il va être là anyway. Moi, je ne suis pas une scientifique, je vais répondre autrement. Valeur ajoutée, pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Valeur ajoutée, puis confiance et sécurité. Pour moi, c'est une double couche, comme professionnel, c'est une double couche de confiance. Moi, je pense qu'on y est presque du mass adoption. Si on regarde au niveau des commits sur GitHub, Ethereum, cette année, c'est le 5e plus gros projet en ordre. Donc, malgré le buzz qu'il y a eu en 2017, en 2018, c'est le 5e. Donc, vraiment, je pense que les devs, il y a pas mal de devs à travers le monde là, qui sont en train de s'attaquer au problème de rendre ça simple, puis que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent une plateforme qui est sur le blockchain. Donc, moi, je pense vraiment qu'on y est proche. Alors, je m'excuse, on va raccourcir ça à des mots. Alors, la communauté et le futur. Bien, pour le futur et le mass adoption, à main levée, qui prend l'avion ici? Qui pilote un avion? Vous n'avez pas besoin de savoir piloter un avion pour l'utiliser. Donc, le jour où la blockchain va être le bon véhicule pour vous ou pour chaque utilisateur, l'adoption va venir. En gros, c'est ça. Moi, je crois que ça va être... Ça va rester, puis aussi un autre parallèle rapide, comparaison monnaie traditionnelle, fiduciaire, papier, métal versus carte de crédit, carte de débit. Personne ne sait le modèle transactionnel derrière, mais tout le monde l'utilise. Ah, c'est vrai, j'ai un cas. Sur le volet de mass adoption, moi, ce que je dirais, c'est quand l'intelligence artificielle est arrivée, tout le monde était là, buzzword, l'intelligence artificielle, ça va transformer le monde. Et si vous avez un téléphone intelligent dans les poches, il y a de fortes chances qu'il y en a déjà énormément dans votre vie.
puis personne ne l'a vu arriver. Donc, ça va se passer un peu de la même façon quand ça devient pertinent et facile. Sur l'aspect du futur, moi, j'arrive un peu du champ gauche ici, mais je vais vous dire quelque chose. En termes de pays en voie de développement et de problèmes de corruption, la blockchain va amener de grandes solutions. Donc, du côté très humain, très social, je pense que ça, c'est le grand changement dans plusieurs pays où ça pose problème en ce moment. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Alors, courte séance de questions, mais on va répondre à quelques questions. Avec un son. Oui. Excusez-moi, par rapport à la question pourquoi le Canada, le Québec est en retard, est-ce que ça ne sera pas dû au fait qu'il y a une certaine culture de monopole, entre autres, par exemple, au niveau des États, du secteur financier, etc., qui font en sorte de ne pas faire bouger trop le gouvernement pour aller de l'avant, pour légiférer, etc. Oui, rapidement, le plus rapidement possible. Les gouvernements sont des institutions qu'on a mis en place pour répondre à des besoins auxquels on ne peut pas répondre individuellement. Donc, toutes les infrastructures. Et par définition, les gouvernements deviennent des entreprises. Prenez n'importe quelle entreprise, Amazon ou peu importe, et dites-lui clairement, je vous enlève le droit d'opérer dans tel ou tel secteur et vont se battre jusqu'à la fin. Ce sont des entreprises bien établies et excessivement bien financées, on le sait tous. Donc, quand on regarde notre chèque de paye. Donc, oui, il y a un aspect culturel. Par contre, ces géants-là vont devoir s'adapter. Je parle des États, mais aussi des institutions financières et autres, vont devoir s'adapter à une réalité parce que c'est le marché qui dicte les normes à terme. Et cette évolution-là, aujourd'hui, se fait à une vitesse exponentielle. On est à l'aube de changements importants, puis, ils vont s'adapter rapidement, je crois. Le meilleur exemple qu'on peut voir, c'est avec Uber puis Airbnb. Les lois ont changé après. Donc, je pense que les startups n'ont pas à s'inquiéter de la législation. Il faut juste faire le produit qu'on voit qui répond à un besoin. Puis par la suite, si le marché, puis là, c'est vraiment la pyramide inversée qui est les utilisateurs, s'ils l'utilisent, mais ultimement, les gouvernements, les lois vont s'ajuster par rapport à ça. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, une autre question? Oui, ici devant. Juste avant la question, pour avoir le plus de questions possible, on va autoriser juste une seule réponse. Alors, pour que ça... Allez-y. Oui, juste pour peut-être avoir un autre regard sur ce que vous dites sur le futur, par exemple, les pays en voie de développement, comment vous voyez ça? Puisque les brevets, ce matin, on a vu, l'Afrique n'est pas là. Il y a toutes des zones qui sont absolument pas rendues là. Est-ce que ça risque pas, au contraire, de cliver encore plus ceux qui ont accès à cette technologie et ceux, justement, qui ne l'ont pas dans les pays corrompus? Je ne pense pas qu'ils soient intéressés à mettre ça en place, au contraire. Donc, vous ne pensez pas ça va créer encore plus un clivage entre les riches et les pauvres, ceux qui ont accès ou pas? Et l'autre question, c'est la notion d'énergie, où on dit que ça consomme beaucoup d'énergie, mais ça ne peut pas être un frein également au développement de la technologie pour ceux qui n'ont pas l'énergie, justement? Je vais tenter. En fait, je prendrai la réponse rapidement. Là. Les pays en voie de développement sont les mieux positionnés pour harnacher le pouvoir de la blockchain. Lorsque tout est à faire, c'est beaucoup plus facile de développer. Vous pouvez regarder le cas très intéressant de l'Estonie, comment l'Estonie s'est développée suite à la fin du bloc soviétique, comment ils se sont positionnés technologiquement. Ça, c'est un axe. Pour répondre à une autre question, puis on ne rentrera pas dans le détail, mais c'est un mythe que les blockchains et les crypto-monnaies utilisent tant d'électricité ou d'énergie que ça. C'est un mythe. Et en plus, il y a des protocoles émergents qui permettent de sécuriser les blockchains en utilisant très peu d'électricité. Plusieurs projets, sans que je les nomme, mais il y a plusieurs projets qui vraiment amènent des approches très innovantes à ce niveau-là. Oui, merci. Juste pour ajouter sur ce point-là, si on regarde en Amérique du Sud, vous avez le cas du Venezuela qui ont mis ils l'appellent le pétro. C'est une crypto-monnaie qui a été mise par le gouvernement. Puis, ils sont vraiment, pour l'avoir, il faut que tu aies des bitcoins ou la monnaie actuelle parce qu'il y a énormément d'inflation dans le pays. Puis, si on regarde tous les pays autour, que ce soit Colombie, Brésil,
Argentine. Quand on regarde le nombre de transactions en Bitcoin, ça, c'est les gens qui vont se rencontrer dans des cafés. C'est over the roof. En Afrique, c'est la même chose. En Afrique, ce qui va arriver aussi, c'est que, dépendamment des pays, il y a le franc CFA. Donc, les gens veulent sortir de cette emprise-là des pays occidentaux. Donc, ça vient de soi qu'ils vont utiliser des monnaies qui sont basées sur le blockchain et d'autres crypto-monnaies. Donc, c'est déjà en cours, mais au niveau de votre réponse pour les brevets, c'est à un certain point, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est que quand quelqu'un va développer de quoi qui va être mass adoption, après, comment tu vas le mettre en application, c'est différent. Je pense que c'est plus une guerre entre les entreprises, entre elles, pour pas qu'elles puissent se concurrencer. Mais ultimement, peut-être qu'elles vont comme s'entretuer entre elles si les users utilisent des plateformes qui tu ne peux pas vraiment venir poursuivre quelqu'un. Un peu dans ce sens-là. Une dernière question rapide. Oui. Vous parlez de confiance tout à l'heure. Alors, je monte dans un avion, mais pas n'importe lequel, je choisis peut-être la compagnie. Ce processus de blockchain-là, quand même, on parle de minage, on ne connaît pas trop les techniques, là. Validation, vérification, il faut quand même que ça soit sécurisé, ça donne confiance aux utilisateurs, aux adhérents. Même sans savoir que le blockchain est derrière, je suis affaire avec une société et j'ai confiance dans cette société-là, dans cette confiance-là, qu'elle soit là. On abat la limite. En fait, il faut le voir sous un autre angle. Il n'est plus question de société. Puis pour donner un exemple, très rapidement, je vais laisser la parole ensuite pour d'autres réponses, mais Bitcoin, pardon, il y a une prime d'environ 120 milliards pour hacker Bitcoin aujourd'hui. Donc, quiconque va être capable de falsifier les transactions va pouvoir s'approprier le réseau. Bien entendu, ensuite, ça cause un problème de dépréciation de la monnaie. Mais cette confiance-là est basée sur un réseau qui existe depuis 10 ans, puis qui authentifie des transactions et les valide sans faute depuis sa création. Oui, puis je pense qu'il y a aussi un gros... la capacité d'être transparent au niveau du blockchain, où ce que tout est auditable au niveau du blockchain, tout est visible par la communauté, qui qu'elle soit. Ça amène énormément tu n'as pas le choix de faire tes choses dans la règle d'or, sinon on va vite te remettre à ta place si ton code est frauduleux ou si tu amènes quelque chose qui est mal fait finalement. Alors, en partant, si tu amènes une plateforme qui est mal programmée, elle ne marchera pas. Tu vas vite te faire mettre hors du jeu. Et les plateformes qui sont auditables, vont continuer à bâtir sur ça. Et j'ajouterais, moi, qu'en ce moment, les problèmes et les risques sont rarement du côté technologique, ils sont beaucoup plus du côté humain. Dans le sens où, comme c'est immuable, ce qui est là-dessus, si on y inscrit une erreur, on ne peut pas juste s'appeler et dire « Pouvez-vous corriger l'erreur, s'il vous plaît? » L'erreur, elle est inscrite là, et c'est une erreur qui est de la faute de l'humain et non pas de la technologie. Et par ailleurs, lorsqu'on parle de transactions puis de clés privées, si vous avez le malheur de la perdre, votre clé privée, il y a des valeurs qui ont complètement juste disparu de la Terre parce que les gens ont perdu la clé privée. Puis il n'y a personne où on peut appeler pour dire « J'ai perdu ma clé privée, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pouvez-vous... j'ai oublié mon mot de passe. » Il y a des gens qui avaient quand même juste jeté un ordinateur portable avec leur clé privée, puis qui se sont rendus compte avec la prise de valeur du Bitcoin qu'il y avait probablement plusieurs millions de dollars qui avaient complètement juste perdu, qui ont embauché des excavatrices pour aller excaver des dépotoirs pour essayer de retrouver l'ordinateur avec la clé privée. Donc, tout ça, c'est des risques très sérieux puis des pertes monumentales de valeur, mais basées sur l'humain et non sur la technologie. Puis l'enjeu, je pense que c'est de faire connaître ces systèmes de gouvernance. Rappelez-vous, actuellement, avec les intermédiaires, la confiance repose sur ces intermédiaires-là, sur une banque. Pensez à la commission Charbonneau, tout ce qu'on a pu vivre en termes de scandales. Eh bien là, avec ces systèmes de gouvernance, lorsqu'on ne se connaît pas dans un système comme Bitcoin, eh bien la confiance, elle est distribuée entre un nombre incalculable de personnes. Mais je pense que pour le consommateur, la question que vous posez, je me la fais poser souvent, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est une chose de dire que c'est sécuritaire, mais c'en est une autre, évidemment, d'expliquer comment fonctionne cette sécurité. Puis il y a différents, évidemment, systèmes de gouvernance là, en fonction des communautés.
Alors, on va clôturer là. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup d'engagement, beaucoup de discussions, mais je vous dirais qu'on va se garder des questions pour la prochaine édition. Alors, je pense que vous avez faim. La manière dont ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir, il y a des lunchs qui sont à l'extérieur. Alors, par groupe de rangées, vous allez pouvoir aller vous chercher un lunch et pouvoir le manger à votre convenance. Et on va avoir, pour faire la suite, c'est qu'on parlait de Bitcoin et de crypto-monnaie. La prochaine conférence sera sur les crypto-monnaies à 12h30. Alors, vous allez pouvoir aller vous chercher un lunch, le manger. On reprend à 12h30 ici. Si vous n'avez pas fini de manger, c'est pas grave. Vous pouvez manger à l'intérieur de la salle et la conférence commencera donc à 12h30. Alors, bon appétit. Merci aux conférenciers aussi, oui.